La Birmanie s'apprête à franchir une étape importante de sa démocratisation, puisque ce pays vaste, avec ses 51 millions d'habitants, et qu'on connaît bien peu, quand même, parce qu'il a longtemps évolué en quasi-autarcie, eh bien, tiendra ce 8 novembre ses premières élections générales libres depuis 1990. Et encore, il faut le rappeler, les résultats du scrutin de 90 n'avaient pas été respectés par la junte militaire au pouvoir. Ces législatives sont donc un test pour une Birmanie qui s'ouvre depuis quelques années seulement. Qui en sont les principaux protagonistes? L'USDP, qui est dirigée par le président birman Thein Sein, et la Ligue nationale pour la démocratie, qui a à sa tête Aung San Suu Kyi, figure évidemment bien connue de l'opposition. Pour parler de ces élections, j'ai avec moi aujourd'hui Jean-François Rancourt, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et Guy Taillefer, éditorialiste au Devoir, donc transparence totale, nous sommes collègues, et éditorialiste donc sur les questions internationales. Vous avez écrit à quelques reprises, enfin à plusieurs reprises, et vous avez visité également la Birmanie. Merci d'être là, Guy Taillefer. Pas de quoi. Jean-François, première question. On présente ces législatives qui vont élire les députés au Parlement birman comme étant libres. Le sont-elles vraiment? Est-ce que ce sont des législatives véritablement libres? De notre point de vue occidental, ça serait difficile de dire que ce sont des élections entièrement libres parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'irrégularités assez graves. On parle notamment cette semaine, la semaine dernière, il y a des candidats qui ont été attaqués, des candidats de la Ligue nationale pour la démocratie qui ont été attaqués par des gens avec des épées. Il y a eu jusqu'ici une centaine de plaintes déposées par la LND pour des cas similaires d'attaques ou d'agressions face à des candidats. Donc ça, évidemment, ça vient nuire à l'aspect libre des élections actuelles, mais pour la plupart des observateurs, en fait, ce qui est important, c'est pas tant d'avoir une élection qui sera entièrement libre parce qu'on a peine à y croire, mais c'est d'avoir une élection qui va être à tout le moins assez libre ou plus libre que ça a pu être par le passé, disons. D'accord. Est-ce que le résultat est prévisible? Est-ce qu'on sait, on a des bonnes idées de qui remportera cette élection, Jean-François? Bien, pour le moment, c'est très spéculatif, mais évidemment, on croit que la Ligue nationale pour la démocratie va remporter... Le parti d'Aung San Suu Kyi. Exactement. Ouais. Les démocrates risquent de remporter un très grand nombre de sièges, mais encore, il y a des doutes quant aux réelles intentions des militaires. Dans le passé, notamment en 1990, il y avait une élection générale et les militaires avaient finalement refusé de reconnaître le résultat. Donc ça, c'est une option qui n'est pas complètement écartée de la table à ce moment-ci. OK. Et le pays, justement, ces élections-là, libres, sont le symptôme, un exemple d'une Birmanie qui s'ouvre politiquement et économiquement depuis 2011, officiellement. Où est-ce qu'elle en est, cette nouvelle démocratie? Je ne sais pas si on peut encore l'appeler démocratie, mais en termes d'ouverture, Guy. On peut... il y a eu des réformes depuis 2011, mais on peut concevoir... S'il s'agissait de résumer la situation en Birmanie à l'heure actuelle, c'est que tout a changé. Tout est différent, mais rien n'a changé. Okay. Il y a une démocratisation qui est finalement assez superficielle. Il y a eu évidemment, on a renoncé aux formes les plus grossières de censure de la presse. Il n'y a plus de pré-censure. Mais bon, des épées de Damoclès, il n'y a plus de liberté d'expression. On sent, pour y être allé il y a 2 ans, on sent une décrispation et du régime et de la population qui se sent beaucoup plus à l'aise qu'elle ne l'était, mais qui demeure parfaitement consciente que derrière les cravates que portent aujourd'hui les généraux, il y a toujours des généraux. Cette libéralisation, je pense qu'il y a un exercice de légitimation dans le fait que Aung San Suu Kyi ait été libérée et puisse participer au processus électoral. C'est un processus qui est utile, évidemment, aux généraux, dont ils ont besoin pour refaire leur force économiquement. Mais derrière tout ça, l'armée, les généraux tiennent toujours le pouvoir économique et politique. Ils peuvent changer, ils pourraient décider au lendemain des élections législatives de reprendre le pouvoir. Comme ils l'ont fait en 90. Dans le pire des scénarios. Quoi qu'on peut concevoir qu'ils sont dans un processus de légitimation, comme je l'ai dit, et que Aung San Suu Kyi, qui est à la fois la voix de la démocratie, l'espoir démocratique de bien des Birmans, mais qui accepte également d'être
coopté par la junte. Bien, justement, Aung San Suu Kyi, c'est l'égérie des démocrates. C'est la figure birmane la plus connue. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 91, je crois, au début des années 90. Elle a été en résidence surveillée pendant l'essentiel des 25 dernières années, été libérée, élue dans des élections partielles. Mais comme vous le dites, on a des doutes maintenant sur son côté démocrate. On dit qu'elle est trop modérée, qu'elle n'en fait pas assez. Elle fait le jeu des militaires. Elle a dit une fois « j'aime l'armée ». Oui. Est-ce que c'est vraiment une démocrate? Bien, je pense que oui. Je doute pas de sa volonté de démocratiser la Birmanie, mais il faut prendre en considération le contexte asiatique. Les armées dans toute l'Asie sont encore très puissantes, très influentes sur le plan politique, et en Birmanie de façon évidente. Donc, elle joue un jeu extrêmement délicat, et dans une position très délicate. Oui. Sur la question des musulmans, de la minorité des Rohingyas, on lui a reproché... Qui est persécutée dans l'ouest du pays, à qui on lui a reproché de ne pas avoir pris la défense de ces gens-là de façon plus claire. Il y a lieu de lui reprocher, mais elle compose avec un espace de liberté qui lui est donné à l'heure actuelle et qui pourrait lui être à tout moment repris. Donc, elle n'est pas souveraine, elle n'est pas libre, évidemment. Elle est dans ce contexte d'ouverture encore partielle. Très partielle, c'est pour ne pas dire superficielle. Elle compose avec ça. Elle doit être réaliste. On peut concevoir aussi que, bon, elle est bouddhiste, elle est le produit d'une culture nationale birmane. On peut concevoir que toutes ces années d'enfermement... on peut concevoir qu'elle est... Il ne s'agit pas de remettre en question ses racines bouddhistes, sa culture bouddhiste, mais ce que je veux dire, c'est que sur le plan du politique, sur le plan du développement électoral, puisque c'est ça qui est question actuellement, il s'agit pour gagner, avant tout, de rallier à elle la majorité bamar, la majorité birmane, qui forme 70% du pays. C'est la victoire de la Ligue nationale pour la démocratie passe alors que... Bon, je peux continuer sur ce sujet-là. Bien, en fait, vous soulevez effectivement une question intéressante, parce que c'est un pays dans lequel il y a énormément de tensions identitaires. Il y a cette majorité-là bouddhiste. Fausse fédération. Et contrairement à ce qu'on pense, les bouddhistes ne sont pas nécessairement pacifiques, ont mené des exactions contre les musulmans. Mais donc, justement, comment, Jean-François, le jeu identitaire joue dans cette élection? Qui est derrière qui? En fait, c'est une toile très complexe, la Birmanie. On parle officiellement, il y a 135 groupes ethniques reconnus. 135. Et ça exclut des groupes ethniques qui sont non reconnus, dont les Rohingyas, une minorité musulmane. On dit groupe ethnique, mais est-ce que c'est aussi groupe religieux ou c'est encore une autre... Principalement ethnique. La majorité de ces groupes ethniques-là vont être bouddhistes. 90% environ de la population est bouddhiste. D'accord. Mais dans la manière que ça va influencer, évidemment, le jeu électoral, bien, tout d'abord, actuellement... il y a 91 partis politiques en lice. La grande majorité de ces partis-là sont des partis essentiellement attachés à certains groupes ethniques, à certaines régions. Il y a différents jeux de coalition, de fédération qui existent entre différents de ces partis ethniques-là, certains étant ralliés davantage au parti d'Aung San Suu Kyi d'une manière ou d'une autre. Et en fait, justement, pour continuer un peu sur ce qui était dit précédemment, la question ethnique par rapport aux démocrates d'Aung San Suu Kyi, c'est assez problématique et ambivalent, en fait, parce que d'un côté, nous, on va reprocher à Aung San Suu Kyi de ne pas prendre assez de position, notamment sur la question des Rohingyas, mais à l'inverse, en Birmanie, on va avoir tendance à avoir un discours inverse et dire qu'elle est trop conciliante avec les musulmans. Et même si, en fait, pour la présente campagne, aucun candidat musulman n'est en lice pour la Ligue nationale de la démocratie, mais quand même, beaucoup de Birmans vont lui reprocher toutes sortes de choses, du financement occulte de groupes musulmans ou quoi que ce soit. Alors, ça crée beaucoup... ça crée certaines difficultés aussi pour nous pour comprendre ce qui se passe là-bas. OK. Et si je peux me permettre, l'autre truc, c'est très rapidement, oui, très rapidement, c'est qu'on a aussi tout un mouvement nationaliste bouddhiste qui prend de l'ampleur et qui influence lourdement l'USDP, le parti au pouvoir, notamment, qui ont fait passer une loi qui interdit les mariages interreligieux. Et ça a une très forte influence aussi sur les électeurs. D'accord. Bien, à suivre, l'élection est le 8 novembre. Jean-François Rancourt, Guy Taillefer. J'en profite pour mentionner, Guy, vous venez de faire paraître aux presses de l'Université de Montréal l'Inde dans tous ses états. Je le mentionne, vous avez passé plusieurs années en Inde et c'est surtout à partir de là que vous avez observé et voyagé en Birmanie. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci bien.